Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast de la marque Future, notre tout premier podcast. Je suis François Galliana, fondateur de la marque Future, et je suis accompagné de David. Bonjour. Vas-y, présente-toi. Donc moi je suis David Leclerc, je suis monteur, vidéaste. Il sait faire beaucoup de choses. Et d'autres choses entre autres, effectivement. Alors, on lance ce tout nouveau podcast sur la vidéo, parce que c'est notre métier, et on aime bien en parler, et on aime bien partager notre savoir-faire. Donc c'est un peu ce nouveau format-là qu'on va vous proposer pour, je pense, régulier, un rendez-vous régulier, on verra le rythme, mais un rendez-vous régulier pour vous proposer un peu nos points de vue, nos méthodologies, notre savoir-faire sur la vidéo. C'est ça. Exactement. Voilà. On n'a pas vraiment de cadre défini, pour être très honnête. On se lance un peu en attendant aussi vos retours, voir ce que ça va donner. Mais voilà, nous on veut parler de vidéo, peut-être on parlera de nouveautés vidéo, de techniques vidéo, peut-être que de production vidéo, on ne sait pas. Voilà, ça peut être un peu tout ce qui tourne autour de la vidéo, c'est assez large. Voilà. Et ce qu'on vous propose sur ce premier podcast, c'est de parler de la chose ce qui nous semble le plus naturel, mais qui est souvent méconnu par les gens avec qui on travaille, c'est comment se déroule la création d'une vidéo. De A jusqu'à Z. Donc, alors, on va bien sûr passer l'étape que je pense que tout le monde connaît, qui est la validation de devis et la détermination du projet. Mais une fois que le devis est signé, comment ça se passe ? C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà. Donc, disons, partons d'une situation, c'est aujourd'hui un devis est signé pour une vidéo, une captation. On va parler de captation réelle, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de graphisme, pas de motion design. Le motion design, on fera une vidéo, un podcast séparé parce que... Ouais, c'est un autre sujet. Ouais. C'est un sujet particulier. Voilà, on va dire ça. Même s'il y a des redondances entre les deux sujets, mais voilà, on va vraiment se focaliser aujourd'hui sur la captation. Donc, vous avez besoin de vidéo, le prix négocié, le projet est dans ses grands ensembles déterminés, parce qu'on en parle toujours un peu avant. Qu'est-ce qui se passe ? Première étape, c'est on détermine le projet. Voilà. C'est avant d'aller plus loin, David et moi avons besoin de savoir, en fait, qu'est-ce que vous voulez exactement. C'est-à-dire, on va déterminer, mais comme dans beaucoup de projets, c'est pas unique à la vidéo, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez montrer, quel est l'objectif de la vidéo. Voilà. Puis déjà savoir si vous avez déjà des informations que vous voulez montrer, que ce soit au niveau de ce qu'on veut voir dans la vidéo, que ce soit au niveau esthétique, déjà voir si vous avez des idées ou si nous on doit apporter nos idées. C'est une étape assez importante généralement. Donc en fait on construit la vidéo ensemble. Voilà. On vous accompagne. Alors des fois vous avez des idées très précises et donc nous on ne fait que les réceptionner et apporter nos petites touches. Mais ou des fois vous n'avez absolument aucune idée et on a un vrai apport créatif, on fait des propositions, sachant que nous au sein de Future on aime beaucoup apporter une touche créative, on aime aller un peu plus loin que la simple vidéo de présentation d'entreprise. Voilà. On sait le faire, ces vidéos très simples, on sait même, sans vouloir se vanter, on sait bien le faire, mais on aime bien aller plus loin, parce qu'on considère que faut toujours un peu se démarquer, il faut toujours un peu explorer. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, la vidéo, ça devient un canal qui est très utilisé, donc on aime bien essayer de faire quelque chose effectivement qui se démarque et d'apporter, dès qu'on a la possibilité, une touche plus créative qui va faire que la vidéo va sortir un peu du lot. Voilà. Tout à fait. Donc ça, c'est un peu la première grande étape. Ça peut se passer de différentes manières, mais c'est souvent un script. Voilà, on fait un premier script. Alors, en fonction de la complexité du sujet et de la prestation, parce qu'on a plusieurs types de prestations, mais si on fait une captation d'événements, on va déterminer vraiment dans les très grandes lignes. On va dire, voilà, faut mettre en avant ça, faut mettre en avant ça. On détermine les objectifs de la vidéo. Donc, on n'écrit pas vraiment de script, sauf vraiment si c'est nécessaire. Par contre, dans un cas où on doit mettre en avant un produit, un service, tout autre type de vidéo qui n'est pas où on doit voir sur le nom, on va
soit faire on va faire un script, effectivement, voire même un script illustré montrant, dans tel moment on va d'abord mettre cette image en avant, en fait on construit notre vidéo. Le degré, est-ce qu'on fait jusqu'à un script ou un script illustré, dépend beaucoup de la complexité de la vidéo. Ouais, voilà, c'est vrai que on peut des fois, il y a la nécessité de partir sur quelque chose d'assez précis déjà en amont pour être sûr qu'on ait toutes les informations plus tard dans la vidéo, voilà, où il y a peut-être certains types de vidéos, on peut pas se permettre de louper tel ou tel passage, tel ou tel plan, donc c'est vrai dans certains cas, c'est vraiment nécessaire de faire quelque chose de précis. Dans d'autres cas, on se laisse plus de marge ou voilà, selon les tournages, ça dépend. L'objectif étant là de nous préparer au maximum la vidéo et de prévoir toutes les incohérences, toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir. Je pense notamment à un tournage qu'on a fait sur 3 jours pour un client, pour une agence de communication. Qui travaillait pour cette agence de communication, mais elle-même travaillait pour un client en Bretagne. En fait, on a construit la vidéo pas du tout dans le sens du tournage. C'est-à-dire que nos derniers plans pouvaient être en début de vidéo, comme nos derniers plans devaient être en fin de vidéo. Enfin voilà, on construit la vidéo et en fait on fait après le tournage en fonction de ces plans qu'on a déterminés. Le but, c'est d'avoir déjà le plus de choses calées avant les tournages. Mais après, voilà, dans la limite de ce qu'on peut avoir, parce que forcément, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas régler en avance qui vont se faire sur le tournage. Mais c'est vrai que si on peut, on va essayer de faire le plus de choses possibles en avance. Ouais, et puis pour toi, en tant que vidéaste, parce que moi je suis plutôt côté chef de projet, donc je t'aide sur les tournages, mais je suis plutôt côté chef de projet. Toi, vraiment, en tant que vidéaste, et on a ce mode de fonctionnement au sein de Futur, t'aimes bien prévoir en amont, parce que ça te donne une idée déjà claire de ce que tu vas filmer, c'est utile, mais surtout comment tu vas monter, et on va en parler juste après, parce que, et souvent tu me dis ça, parfois tu as déjà la musique en tête, et comme on monte tout sur la musique ici au sein de Futur, ça aide beaucoup à des plans et ça permet de déterminer des choses relativement techniques, alors qu'ils vont peut-être pas vous parler beaucoup, mais est-ce que lors du tournage on s'embête à faire de la slow motion, donc de la vidéo ralentie? Est-ce qu'on fait de la captation en normal, donc c'est-à-dire du 24 images secondes, donc pas de ralenti? C'est tous ces éléments-là qui nous permettent aussi de voir le script, et le script illustré nous permettent de voir tous ces éléments-là. De ne pas avoir de surprise, surtout lors du tournage. Parce que des fois, il y a des tournages, on peut se permettre de le faire plusieurs fois. Il y en a d'autres, c'est une fois et pas deux. Donc à partir de ce moment-là, plus on a calé les choses avant, plus on est sûr de ce qu'on doit faire et on ne va rien oublier surtout. Ça, c'est la première étape. Donc on a déterminé le besoin, l'objet de la vidéo, on a prévu la vidéo. Maintenant, on a après comme étape le tournage. Ouais. Là, c'est très variable encore, même si on reste toujours dans le même cadre, on se déplace, on va sur le lieu selon les horaires définis, puis on shoot les vidéos. Souvent, nous aujourd'hui, on travaille souvent à 2 caméras. Et toi, et là c'est toi qui interviens, beaucoup, on tourne les images qu'il nous faut. Ouais, voilà. Et puis alors, selon le type de tournage, des fois, ça va être on va suivre quelque chose qui se passe. Ça peut être un événement, par exemple, où là, on n'est pas directement acteur de ce qu'on va filmer. On va juste filmer ce qui se passe, essayer de prendre le plus de choses possible, sachant que on peut pas gérer ce qu'on va filmer. C'est un événement, c'est pas nous qui gérons ce qui se passe. Ouais, alors que certains, par exemple, certaines vidéos, ça va être en studio, où là, par exemple, c'est nous qui pouvons bouger un objet, faire ce qu'on veut, et du coup, on va être plus... En studio ou hors studio, mais les gens savent qu'on est là pour ça. Ça nous est déjà arrivé d'aller dans des process industriels où on demande à ce que le mec fasse un truc impressionnant ou une certaine étape parce qu'on a besoin de la filmer et qu'en fait il n'était pas du tout sur ce moment, il le fait juste pour la vidéo. Voilà, exactement, ça reste des gestes réels, mais on sait que ça se voit pas sur la vidéo que c'est joué, mais voilà, c'est des moments, par exemple comme tu disais, des moments de plus de captation d'événements où là difficile de dire à quelqu'un de refaire exactement un geste, de sourire ou d'avoir un rire parce que c'est souvent ça qu'on recherche. C'est plus difficile. Donc c'est 2 types de tournages différents.
mais du coup qu'on aborde déjà avant le tournage, souvent comme on disait, plus dans la partie gestion du projet. Ouais. Et niveau matériel, et c'est ça un point qui est aussi intéressant, c'est qu'on s'adapte énormément au tournage. Parce qu'un tournage n'a pas forcément les mêmes besoins matériels. Par exemple, si je reprendrais l'exemple de la captation d'événements, souvent on va venir avec du matériel petit et mobile. Alors ça ne veut pas dire que petit, mauvaise qualité, bien sûr, hein, mais on aime bien ne pas trop surcharger parce que sinon, en fait, les gens dans un événement, s'ils voient des grosses caméras et ça, ils sont tout de suite attirés de l'attention ou ils essaient de se cacher. Enfin, les Français sont très pudiques, on le sait, sont très pudiques au niveau de la caméra. Donc, plus on est discret, mieux c'est. Oui, c'est sûr, de manière générale, pour les événements, en tout cas, souvent, plus on a des réactions de gens qui sont sincères, on va dire, des choses qui vont être plus naturelles, plus la vidéo, généralement, sera agréable à regarder, voilà, authentique. Et c'est vrai que, effectivement, comme tu disais, si les gens commencent à vraiment regarder la caméra, ou on voit qu'ils tournent le regard dès que la caméra est sur eux, ça donne quelque chose, généralement, d'assez même dérangeant à regarder, donc c'est pas ce qu'on recherche. Ouais, et puis nous, ça nous demande à faire un tri des plans et tout ça. Enfin, oui, voilà. Par contre, sur d'autres prestations, où c'est besoin, on ramène trépied, lumière, grosse caméra, voire 2 grosses caméras s'il faut. Enfin, voilà, on peut arriver, on s'adapte en fait au sujet et aux besoins. Et aussi au déplacement, parce que des fois, si on doit beaucoup se déplacer, on va privilégier pas les logiciels, les outils plutôt pratiques. Oui. Donc voilà, donc c'est un peu, c'est pour ça que quand vous voyez des vidéastes arriver avec ce que vous avez qualifié d'appareils photo, et qui sont en fait pour nous des caméras, mais avec des formes d'appareils photo, des fois c'est cohérent, faut pas toujours s'attendre à la grosse caméra. Oui, c'est vrai que c'est la remarque souvent qu'on peut avoir, effectivement, les gens pensent que c'est un appareil photo, donc... Mais effectivement, surtout que là, techniquement, aujourd'hui, on fait des choses très très bien en petit format, donc voilà. Ouais, et puis c'est aussi ça dépend beaucoup du canal de communication par lequel vous avez diffusé la vidéo. Rien ne sert de faire une vidéo 5K, 8K, 10K quand vous avez diffusé sur Facebook. Voilà, il faut être clair. Par contre, vous diffusez au cinéma pour un événement spécial, quelque chose comme ça. Ok, mais ça, il faut qu'on le sache en amont, et donc moi, c'est tous les éléments qu'on détermine en amont. Ça, c'est le tournage. Voilà. C'est la partie souvent la plus connue de notre métier, hein, parce que... c'est là où on nous voit au final. C'est là où tout le monde te voit, David, d'ailleurs. te découvre. Non, mais c'est là où vous voyez les gens, puis souvent les clients sont présents lors des tournages, parce qu'ils doivent être présents, ça nous est utile. Mais on rentre après dans la troisième phase, parce qu'on est sur la troisième phase, qui est la partie la plus méconnue, le montage. Le montage, ouais. Tout ce qu'on va en gros appeler la post-production. Donc une fois qu'on a filmé tout ce qu'on avait besoin de filmer, c'est là où il va falloir assembler tout ça de façon à avoir une vidéo qu'on pourra donner au client. Ouais. Donc c'est en fait au final en termes de temps, ce qui va prendre le plus de temps. Hein, Est-ce que tu peux nous détailler un peu ce que veut dire en fait post-production ? Quelles sont tes étapes de travail, toi ? Alors, de manière générale, post-production, ça veut dire tout ce qui se passe après le tournage. Donc après la production, c'est un terme plus cinéma généralement, mais c'est tout ce qui va se passer après. Donc déjà, première étape, ça va être de trier ses plans, ce qu'on appelle le dérushage. Donc c'est... pour un événement ou n'importe quelle autre vidéo, d'ailleurs, on peut avoir des 200, 300, 400 vidéos qu'on a tournées. Et à partir de là, il va falloir tout trier, parce que dans ces 400 vidéos, il y en aura peut-être 30 qui seront bonnes. Donc voilà, c'est passer déjà cette première étape de tout trier, de savoir ce qu'on va garder, ce qu'on va jeter. Pour donner une mesure un peu à ce que c'est, alors même si c'est très variable en fonction des gens et de quand tu sais ce que tu as filmé ou pas, souvent, disons qu'en cumulé, on a 2 heures de vidéo, 2 heures pleines. Hein. Ça veut dire que toi, tu vas regarder ces 2 heures une fois, 2 fois, voire 3 fois. Donc, quand on parle de dérushage, c'est pas parce qu'on a filmé, on va faire une vidéo de, disons, 2 minutes, que le dérushage se fait vite. C'est-à-dire qu'on regarde beaucoup toi, tu regardes toutes les vidéos, donc tu fais déjà un tri sur ce qui est bon, pas bon. Puis après, tu commences à sélectionner tes plans, tu regardes plusieurs fois. C'est pour donner une ordre d'idée du temps investi. Puis c'est là aussi on a une différence. On parlait tout à l'heure des tournages qu'on maîtrise
comme en studio, ou des choses voilà, qu'on peut faire aux gens, ou des tournages d'événements, où ça va être justement, cette partie des recherches va être assez différente, parce qu'un montage, enfin une vidéo par exemple qu'on maîtrise en studio, on va faire exactement les plans dont on a besoin, alors qu'un plan, dans des événements, on va prendre tout ce qu'on peut en fait, vraiment le plus de choses possible pour être sûr de rien manquer. Et du coup, on va avoir généralement beaucoup plus de plans à traiter dans ce type de vidéo. Ouais. Et c'est aussi l'utilité d'un script illustré, où quand on sait exactement ce qu'on tourne, bah, la vidéo est presque déjà montée, enfin dans son ordre elle est déjà montée. Donc on sait, bah tiens, tel plan, alors on a fait plusieurs essais, mais tu sais que ça va être ce type de plan. Donc ça c'est le dérochage. Donc après le dérochage, bah, ça va être le montage, hein, donc la partie où je vais assembler vraiment tous les petits bouts de vidéo, tous les plans qu'on a tournés, pour donner une vidéo finale. Hein, donc c'est là où je vais le coller aussi à la musique, où ça va être ce passage-là où je vais vraiment mettre tous les plans qui vont être calés sur la musique qu'on a choisie, si musique il y a. Mais quand il y a musique, il faut rechercher la musique aussi. Il faut rechercher la musique, ouais, bien sûr. Alors des fois, comme on disait tout à l'heure, je l'ai choisi en avance. Ça peut arriver. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup la relation entre la vidéo et la musique. Donc des fois, j'aime bien choisir une musique et penser mes plans sur la musique. C'est pas toujours faisable. Donc des fois, ça va être... voilà, je vais faire mon montage et puis après, je vais chercher une musique qui pourrait coller. Mais effectivement, c'est à ce moment-là qu'on va tout coller ensemble, quoi. Et notre importante, c'est souvent on a des demandes au niveau de la musique, alors soit de musique très corporate, nous on évite plutôt, parce que ça commence à ser un peu ennuyant, même si on peut le mettre, et des fois ça s'y prête bien. Hein. Ça s'y prête bien des fois, oui. Mais des fois on a des demandes de dire, tiens, bah, mettez-nous tel artiste connu. Il faut savoir que sur la musique, et on pourra faire un podcast rien que sur ça, la musique il y a des droits d'auteur. Et si on commence à mettre des musiques d'artistes connus, déjà les plateformes de diffusion type YouTube, Facebook, Twitter les sanctionnent, alors plus ou moins, mais YouTube par exemple sanctionne énormément, où vous faites striker la vidéo en un rien de temps. Facebook est un peu plus permissif, mais bon. Donc il y a déjà ça, et il y a toujours le risque de se faire choper. Alors le risque est toujours minime, parce que à moins que vous soyez Airbus, où là il y a des risques, mais si vous êtes une petite entreprise locale, bah, il y a souvent pas de soucis, même si nous on vous encouragera jamais. Mais c'est pour ça que lorsqu'on parle de vidéo, parle de musique, excusez-moi, quand on parle de musique et vous nous donnez des exemples célèbres, d'artistes célèbres, on va souvent chercher des musiques de style de quelqu'un. Voilà. Pour s'en rapprocher. Mais avoir Eyes of the Tiger dans une vidéo est compliqué. Alors c'est possible, hein, bien évidemment, mais après ça nécessite du coup de faire des déclarations pour des organismes, voilà, acheter des droits d'auteur, donc c'est encore un autre processus. Donc c'est vrai qu'effectivement on peut pas mettre des musiques connues, on va dire, qui sont pas faites pour être mises dans des vidéos, juste comme ça, voilà, sans rien déclarer. Donc ça, Montage. Et donc ensuite on va passer à ce qu'on appelle la correction colorimétrique, donc à l'étalonnage aussi. Donc tout simplement, quand on filme, moi la plupart du temps je vais filmer dans ce qu'on appelle des formats flat, donc des formats où l'image va ressortir extrêmement grise. Enfin, pour quelqu'un qui ne connaît pas spécialement la vidéo, va trouver ça très gris. En fait c'est des formats d'image, enfin un profil d'image qui permet d'avoir énormément d'informations. Mais du coup moi je vais devoir après faire ressortir toutes ces couleurs en fait dans la vidéo finale. Donc ça c'est vraiment la dernière étape, et après éventuellement donner un aspect à cette vidéo. Alors ça, une fois qu'on a fait nos corrections colorimétriques, ça va être que ça soit une vidéo, donner des teintes un peu plus chaudes ou un peu plus froides, selon l'émotion qu'on va faire ressentir, selon plein de paramètres, peut changer les couleurs. Et ce qui est très intéressant, ce que tu dis là sur l'univers, faire ressortir l'univers avec les couleurs, mais aussi, moi j'étendrai même au montage, c'est qu'on ne se rend pas compte le pouvoir de cette colorimétrie du montage sur une ambiance. C'est-à-dire qu'on peut faire partir des mêmes fichiers, on peut faire deux montages complètement différents, alors en rajoutant la musique qui est une puissance x 1000, avec un montage très triste ou un montage très joyeux. C'est assez impressionnant. Donc c'est aussi des choses que on prévoit en amont sur le style de la musique, le style de la vidéo qui est recherché. Donc c'est vrai que les corrections colorimétriques sont importantes, donnent un style à l'image en fait. Et ça permet aussi d'harmoniser les vidéos, parce que des fois on filme dans
notamment je pense sur les tournages sur plusieurs jours, où on filme parfois dans des conditions de lumière très différentes. C'est ça. Ouais, ça peut être des conditions de lumière différentes, ça peut être des caméras différentes, on ne va pas forcément filmer toujours avec la même caméra, donc c'est vrai que ça, et d'une caméra à l'autre, les couleurs ne sont pas forcément exactement les mêmes. Donc il va falloir harmoniser tout ça pour pas qu'en regardant la vidéo, on se dise « Ah, tiens, il y a un truc de bizarre entre ces deux plans. C'est plus le même. » Donc, D'ailleurs, on en parlait alors ce matin, mais je t'ai envoyé une vidéo et où on voit les images et on fait Enfin, pour nous, professionnels d'image, ça se voit. Voilà. Après, des personnes qui sont moins connaisseurs, je pense que quelqu'un qui a un peu un œil sur les couleurs verra tout de suite qu'il y a quelque chose qui a un problème. Après, le plus grand public s'en rendra peut-être pas compte. Hein, mais après, même s'il s'en rend pas compte techniquement, je pense qu'il y a toujours à la fin de la vidéo, on a toujours cette espèce d'intuition, enfin pas d'intuition, c'est les moins plaisants. Ouais, voilà, quelque chose qui nous dit un truc bizarre. Ouais. On sait pas quoi, mais voilà. Colorimétrie. Donc colorimétrie, et éventuellement après, s'il faut rajouter, alors c'est même avant ça, du coup c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a tout ce qui est éventuellement effets spéciaux, rajouter des éléments 3D, tout ça, bon c'est autre chose. Ça fait partie du montage. Ça fait partie du... Alors ça fait partie plus de ce qu'on appelle les effets spéciaux quand même. Mais oui, effectivement, c'est une étape après. Bon, je pense que c'est pareil, ça peut faire le sujet d'un podcast un peu séparé parce que c'est encore autre chose. Mais voilà. Mais potentiellement après, s'il n'y a pas d'effets spéciaux, on va dire, à rajouter, de motion design sur la vidéo, oui, la correction colorimétrique, c'est la dernière étape, et après forcément l'export de la vidéo. L'export des vidéos, et après c'est la relation avec le client, on lui envoie une VA. Voilà. Donc ce qu'on nous appelle une VA, donc une version 1, il nous fait des retours, plus ou moins complets dans le sens où, alors ce qu'on aime bien c'est avoir les retours les plus complets possibles en une fois, après des fois c'est pas toujours possible, mais bon. Et puis on fait les modifications, alors ça dépend aussi de ce qu'on a négocié en amont, mais on a plus ou moins d'allers-retours. Pour certaines vidéos on limite pas, pour certaines on limite, ça dépend aussi de la complexité de la vidéo, sachant qu'on prévient toujours en amont, on essaie toujours de prévenir en amont pour faire valider avec le client, pour que quand on arrive à lui livre une V1 ou V2, il soit au courant et qu'il n'y ait pas le moins de modifications possible. Ouais. Et mais après, ça, de toute façon, les modifications, ça revient un peu à ce qu'on disait tout au début, la préparation du projet, c'est là où cette préparation est très importante parce que du coup, ça va impacter vraiment justement toute cette fin de projet. On va rendre la vidéo pour avoir le moins d'aller-retour possible au final parce que ça arrange tout le monde, hein, le client comme nous, en termes de temps passé. Et voilà, c'est vrai que si le projet n'est pas suffisamment bien préparé, à la fin, il peut y avoir beaucoup d'allers-retours et du coup, ça peut tourner en rond un peu et c'est dommage, quoi. Ouais. Et à nous aussi, et c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement, c'est aussi de conseiller aux clients, de dire voilà, pourquoi on a fait ça, parce que en fait ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que souvent on ne met pas des plans les uns après les autres, pas pour mettre les plans les uns après les autres dans notre montage. On y a souvent une intention qui se base souvent sur la demande initiale, mais il y a souvent des intentions, et on a aussi un travail d'expliquer un peu l'intention. Alors, faut pas trop moi je considère qu'il faut pas qu'on l'explique trop, parce que si on commence à trop l'expliquer, ça veut dire que le message n'est pas clair. Oui. Mais ça veut dire que peut-être dire ce plan on l'a mis parce que là, par exemple, vous vouliez montrer que c'est possible d'être accessible en voiture. On met en plan de voiture quelque part. Oui. Voilà. Enfin voilà, c'est tout un ensemble. Alors bien sûr, on fait des allers-retours, bien sûr, il y a des modifications à faire, mais on essaie de les prévenir le plus possible. Oui. Donc voilà. Et après, validation. Ça c'est la partie que vous connaissez. Et également, alors ça nous arrive, pas toujours, mais ça nous arrive aussi de faire bien sûr des déclinaisons en fonction de faut publier la vidéo sur Facebook ou sur Instagram, il faut faire un format carré, tout ça. Oui, voilà, après ça on peut gérer les exports différemment, il y a plein... Cinéma, télé, parce qu'on le fait. Cinéma, télé, effectivement. Et souvent, alors télé et cinéma, en fait, c'est des formats très spéciaux où il faut, notamment sur des TV régionales et nationales, chose qu'on a déjà faite, il faut passer devant la RPP, des choses comme ça, enfin pour tout ce qui est pub. Donc il y a des démarches. Pour le cinéma également, il y a des démarches particulières à faire. Il y a des exports particuliers. Donc voilà, c'est tout. Alors, tout ça, bien sûr, on le demande en amont. On peut le faire après, mais on aime bien le savoir en amont pour préparer, parce que des fois il y a des questions de format.
Donc voilà, et on essaye d'accompagner aussi nos clients sur notamment tout ce qui est diffusion ciné et comment ça s'appelle, et télé, de faire les procédures pour eux, parce que c'est des procédures parfois un peu compliquées, tout ça, technique, voilà. Ouais, il suffit pas juste de donner la vidéo, généralement, voilà, il suffit de donner plusieurs fichiers de son, de voix, c'est ça, et puis par exemple pour la télé, il faut faire valider par la RPP qui est l'autorité des régulations des publicités. Mais après il faut envoyer la vidéo à par exemple France TV avec des mires avant, un certain son, voilà. Enfin ça demande des exports un peu particuliers comme tu dis. Mais voilà, c'est un peu nous notre métier après s'arrête là. Puis après souvent vous diffusez, vous communiquez dessus. Donc voilà un peu notre travail. Notre processus de construction d'une vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous disais au début du podcast, c'est un premier podcast. On verra ce qu'on fait un peu par la suite, de quoi on parle, mais je pense qu'on va essayer de faire ça de manière assez régulière. Parce que nous ça nous plaît bien de parler de notre métier, de le faire connaître. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à mettre ça sur nos réseaux sociaux. On reste en veille. Et puis on vous dit à la prochaine fois. Au revoir. Allez, salut, ciao.